pour les premières de spécialité, une petite vidéo sur la tectonique des plaques histoire d'un modèle, la deuxième partie, la mise en évidence de la subduction. Les campagnes océanographiques, nous l'avons vu sur la partie sur les dorsales, ont montré que l'on pouvait identifier en relief dans le fond des océans des dorsales, donc ces grandes craquelures qui parcourent le fond de nos océans, mais également des creux très profonds que l'on peut visualiser ici, que l'on appelle les fosses océaniques. Nous allons voir quels sont les arguments qui ont permis de comprendre, dans l'histoire des sciences, que cette croûte océanique qui est formée au niveau des dorsales finit par s'enfoncer dans le manteau dans les zones de subduction, c'est-à-dire au niveau des fosses océaniques. Donc, la première chose que l'on peut voir sur le logiciel sismologue, c'est que ces fosses océaniques sont relativement profondes, plus profondes que n'est le point culminant à la surface de la planète. Vous voyez par exemple ici, on a 7 km 600 de profondeur. Ici, au large du Japon, on a plus de 9 km de profondeur de fosse. Et la fosse des Tonga, qui fait partie des plus profondes, on est à presque 11 km de profondeur. Le logiciel sismologue permet également de visualiser la position des foyers sismiques. Sont représentés ici en jaune les foyers qui sont relativement superficiels, en tout cas à moins de 70 km de profondeur. En rouge, les foyers sismiques situés entre 70 et 300 km de profondeur, et en noir, les foyers sismiques compris entre 300 et 70 km. Ici, on retrouve les fameuses fosses. On voit qu'au niveau de la fosse, les séismes sont relativement superficiels, près de la surface, et plus on s'en éloigne, et plus les séismes sont profonds. En 1935, deux sismologues. Le premier, il est japonais, il s'appelle Wadati, et le second, il est américain, il s'appelle Benioff. Ces deux sismologues ont réalisé des coupes et ont pu constater qu'il y a un plan qu'on appelle le plan de Wadati-Benioff. Ce plan, c'est que les séismes descendent en profondeur, en diagonale, à l'intérieur de la sténosphère. Et ça pose un réel problème scientifique. Parce que, à l'époque, on sait qu'il y a une partie rocheuse que l'on appelle la lithosphère, et sous les océans, elle est profonde d'environ 100 km. Mais il n'est donc pas normal de trouver des foyers de séisme en deçà de cette limite, et parfois jusqu'à 500 voire 600 km de profondeur. Pour qu'un séisme se forme, il faut que des roches se cassent. Or, dans la sténosphère, le milieu, il est ductible, il est malléable, donc les roches ne peuvent pas se casser, vu qu'elles sont malléables. Donc ça pose un vrai problème. Pourquoi trouve-t-on des foyers aussi profonds dans un milieu qui ne le permet pas? Une autre observation concerne la vitesse des ondes sismiques. Vous avez ici un foyer représenté ici à 640 km de profondeur et son épicentre en surface. Vous avez deux stations d'enregistrement des ondes sismiques, la station Tonga et la station Fidji, qui sont à équidistance de l'épicentre et donc à équidistance du foyer. Exactement la même distance. Donc, si tout ce milieu ici est homogène et de même nature, on s'attend à ce que les ondes arrivent exactement en même temps à Tonga qu'à Fidji. Elles doivent avoir la même vitesse. Or, on s'aperçoit qu'il y a un décalage de 2 secondes. Elles arrivent d'abord à Tonga, puis à Fidji, avec un décalage de 2 secondes. Comment on l'interprète ça? Vous vous souvenez, les ondes sismiques, elles accélèrent si le milieu est plus solide, plus dense. Donc, si elles vont plus vite de ce côté-là, c'est que le milieu ici est plus dense, plus cassant, plus rocheux qu'il ne l'est de ce côté-là. Une autre observation qui peut être faite par une manipulation, on prend une barre, on met un premier capteur qui va envoyer un impact qui génère comme des ondes
sur cette barre et un deuxième capteur qui enregistre la propagation de ces vibrations au deuxième capteur. Et on va le faire sur une barre de calcaire à 20 degrés, donc à température ambiante, et une barre de calcaire à 10 degrés. Et on constate au niveau du deuxième capteur que si la barre de calcaire est à moins 10 degrés, elle arrive plus tôt que celle qui est à 20 degrés. Alors le décalage, il n'est pas énorme, hein. Vous voyez ici c'est des centièmes de seconde, mais quand même, la barre plus froide, les ondes vont plus vite. En 1967, il y a un modèle d'interprétation qui a été fait par 3 scientifiques, Oliver, Isaac et Six. Et ces 3 scientifiques en sont arrivés à la conclusion que ce plan de Wadati-Benioff là qu'on a vu partant en diagonale correspond donc à une lithosphère qui plonge dans la sténosphère. Elle descend à l'intérieur de la sténosphère. Elle est beaucoup plus froide et elle rentre dans un matériau qui est lui beaucoup plus chaud. Et ils ont nommé ce phénomène la subduction. Ici, vous avez la courbe des géothermes sous la croûte océanique. Vous avez ici, si vous regardez la graduation, à 1300 degrés Celsius, on se rend compte que ce 1300 degrés Celsius se retrouve à environ 100 km de profondeur. Alors pourquoi c'est important ce 1300 degrés Celsius? Parce que c'est la température à laquelle les péridotites, les roches du manteau qui constituent le manteau, prennent un comportement ductible. C'est-à-dire qu'elles se déforment, elles sont plus malléables. C'est un petit peu comme une pâte à modeler. À 1300 degrés et au-delà, votre pâte à modeler, vous pouvez la malaxer. Elle est malléable. Alors que quand on a des péridotites qui sont plus froides, elles prennent un comportement plus rocheux, plus cassant, et donc ça serait comme l'équivalent d'une pâte à modeler qui sécherait et qui deviendrait cassante. On se rend compte qu'également à 100 km de profondeur, les ondes ralentissent. Donc si elles ralentissent, c'est qu'elles rentrent dans un milieu plus ductible, plus déformable, plus malléable. À la différence de la surface, où on a quelque chose qui est plus cassant, vu que les ondes accélèrent. Donc pour bien comprendre ce qui se passe, comment l'interprétation en a été faite, ce plan de Wadati-Benioff, finalement, c'est donc une lithosphère océanique qui descend, parce qu'elle est plus froide, plus dense, rocheuse, et elle descend et elle plonge dans une asténosphère qui est plus ductible, plus chaude et plus malléable. C'est ce que l'on appelle donc la subduction. Voici un petit schéma d'interprétation. Je rappelle ici ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, les mouvements de convection à l'intérieur du manteau. Quand le manteau est très chaud, chauffé par les éléments radioactifs du noyau, ces éléments très chauds remontent à la surface et génèrent le phénomène d'accrétion au niveau des dorsales et donc le développement du plancher, l'expansion du plancher océanique. À l'intérieur du manteau, cette matière chaude va circuler ensuite vers la surface, se refroidir, et une fois qu'elle est beaucoup plus froide, elle redescend. La croûte en surface refroidit également, et en se refroidissant, vous voyez les chiffres, elle devient de plus en plus dense, donc plus solide, plus lourde aussi. Et donc en refroidissant et en devenant plus dense, elle finit par s'enfoncer à l'intérieur de la sténosphère, c'est ce qu'on appelle le phénomène de subduction. Et représenté également sur ce schéma l'isotherme 1300 degrés. Que veut dire isotherme? Ce sont tous les points à égale température. Donc ce trait rouge représente les endroits où il fait 1300 degrés. Et je rappelle qu'à cette température, la péridotite prend un comportement ductible, c'est-à-dire déformable. Donc nous venons de le voir, le géotherme moyen océanique indique qu'à une profondeur de 100 km, on a un géotherme de 1300 degrés. Quand on analyse la vitesse des ondes sismiques P et S, on se rend compte qu'à une profondeur de 100 km, elles ralentissent. C'est donc en faveur de l'argument qu'on a une limite entre la lithosphère rocheuse et cassante et la sténosphère dessous, qui est plus ductible et plus déformable. Le modèle de l'expansion océanique va être complété
du côté de la fosse océanique avec un enfoncement de cette lithosphère dans la sténosphère, ce qu'on appelle donc la subduction. Il ne faut donc pas confondre certains mots de vocabulaire, nous l'avons déjà vu et pour être bien précise, la croûte et le manteau. Donc la croûte est séparée du manteau par une limite que l'on appelle la discontinuité de Morovitchik et qu'on abrège le MOO. Elle correspond à l'endroit où donc la croûte est composée de granit au niveau de la croûte continentale et de basalte et gabbro au niveau de la croûte océanique, et cette limite, le MOO, correspond à l'endroit où les ondes P accélèrent. Et la lithosphère et la sténosphère, la limite qu'il y a entre la lithosphère et la sténosphère, c'est l'isotherme 1300 degrés. C'est à cet endroit que les péridotites prennent un comportement ductible. Donc on passe d'un milieu dur et cassant à un milieu plus ductible et déformable. Donc en conclusion, nous avons vu de nouvelles données océanographiques qui montrent des creux très profonds les fosses. Wadati et Benioff qui ont constaté ces plans inclinés, ces foyers sismiques qui sont très profonds, qui posaient un problème scientifique. L'analyse de la vitesse des ondes qui ont été faites par 3 autres scientifiques qui ont montré qu'on a une différence de milieu entre un milieu solide et un milieu ductible, donc la différence entre la lithosphère et la sténosphère. Le gradient géothermique qui montre qu'à 100 km de profondeur, les péridotites prennent un comportement ductible. Et donc, tous ces arguments mettent en évidence qu'il y a un mouvement de subduction au niveau des fosses, c'est-à-dire un enfoncement de la lithosphère océanique refroidie dans une asténosphère plus chaude et plus ductible.